Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Il y a quelque chose d'assez fascinant à vouloir construire sur la Lune. Pas une mission ponctuelle, pas un aller-retour spectaculaire, mais une installation durable. Une base qui s'agrandit, qui s'organise, qui devient presque vivante, mais surtout une base qui ne vous appartient pas complètement. Parce qu'ici, vous n'êtes pas seul. Dans Shackleton Base de Journey to the Moon, vous allez incarner une agence spatiale parmi d'autres, toutes réunies sur le cratère de Shackleton, qui est situé au pôle sud de la Lune. Vous allez développer vos infrastructures, envoyer vos astronautes, optimiser vos ressources, mais toujours dans un environnement partagé, où chaque décision s'inscrit dans un espace commun. Et en parallèle, il y a les corporations, 3 grandes entités qui financent la mission, chacune avec ses propres objectifs, ses propres mécaniques et surtout sa manière de vous faire marquer des points. Et ça change complètement la manière dont le jeu se joue. Parce que d'une partie à l'autre, les priorités ne sont jamais tout à fait les mêmes. Concrètement, on est sur un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties qui durent de 1 à 2 heures à partir de 14 ans. C'est un jeu de Fabio Lupiano et Nestore Mangome. Le jeu est illustré par David Sinbon et édité par Surrey French. Mais au-delà de ces informations, ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe autour de la table. Parce que très vite, on se rend compte que ce n'est pas un jeu en solitaire. Le plateau est partagé, les opportunités sont communes, et chaque action des autres peut venir modifier ce que vous faites. Parfois subtilement, parfois très directement. Il y a une vraie question de timing. Quand agir ou se placer, est-ce qu'on profite de ce que les autres ont construit, ou est-ce qu'on investit pour plus tard ? Et surtout, il y a cette tension constante, entre développement personnel et opportunités communes. On construit sa stratégie, oui, mais toujours en regardant ce que les autres sont en train de construire. Et avec l'extension Below Within Above, cette sensation est encore renforcée. On découvre de nouvelles corporations, comme Lunar City qui invite des civils, Undermoon qui introduit une dimension souterraine avec des tunnels, ou encore Zenithworks qui pousse vers les constructions partagées. Et tout ça vient enrichir un jeu très dense sans jamais perturber son équilibre. Alors, si vous avez envie de voir comment tout s'articule, comment une partie se déroule concrètement, on va prendre le temps de décortiquer tout ça. Que ce soit de la mise en place, les règles, tout pour que vous compreniez comment fonctionne le jeu. Et vous allez voir que derrière cette base lunaire, il y a un système très intéressant à manipuler. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Après ce premier aperçu, on va maintenant prendre le temps de voir comment tout fonctionne concrètement sur la table. On va commencer par la mise en place pour bien comprendre ce que vous avez devant vous dès le début de la partie. Ensuite, on déroulera les règles étape par étape, en suivant le rythme naturel du jeu, pour que vous puissiez visualiser facilement une partie complète. On prendra aussi un moment pour aborder les éléments qui font varier l'expérience, que ce soit le mode solo ou l'extension, qui va bientôt être disponible. Et puis on terminera par un avis détaillé, pour revenir sur les sensations, les choix que le jeu propose, et à qui il s'adresse vraiment. Commençons par une petite présentation générale. Sur la Lune, plus précisément dans le cratère de Shackleton, situé au pôle sud, une base permanente est en cours de construction. Dans ce contexte, chaque joueur incarne une agence spatiale qui participe à ce projet commun, avec un objectif clair, développer la présence sur cette base. Mais vous n'êtes pas seul à tirer les ficelles. 3 grandes corporations financent la mission. Chacune poursuit ses propres intérêts et va influencer la partie à travers différents projets, capacités et façons de marquer des points. Votre rôle sera double. Construire des structures sur la base et financer des projets proposés par ces mêmes corporations, afin d'obtenir des avantages et de maximiser vos points de victoire. Votre but est donc d'accumuler le plus de points de victoire possible. Pour y parvenir, vous devez exploiter au mieux les opportunités offertes par les corporations, développer vos infrastructures et optimiser l'utilisation de vos ressources et astronautes. Au début de chaque partie, 3 corporations sont sélectionnées aléatoirement parmi celles disponibles. Ce choix va profondément influencer le déroulement du jeu, car chacune apporte de nouveaux projets à financer, des actions spécifiques, des manières uniques de gagner des points. La partie se déroule en 3 manches. Chaque manche suit toujours la même structure, composée de 3 phases distinctes. La phase de navette, la phase d'action, puis la phase de maintenance. Lors de la phase navette, chaque joueur choisit une tuile navette parmi celles disponibles. Ce choix est essentiel, car il va déterminer le type d'astronaute dont vous disposez pour la manche, les ressources accessibles, l'ordre de jeu pour la phase suivante. La phase d'action est le cœur du jeu. Les joueurs jouent chacun leur tour en envoyant leurs astronautes sur la Lune pour effectuer différentes actions, que ce soit récupérer des ressources, construire des structures, financer des projets. Les ressources disponibles dépendent directement des corporations sélectionnées en début de partie. Ces ressources seront ensuite utilisées soit pour construire, soit pour activer ou pour financer des projets. Les projets sont particulièrement importants. Ils offrent à la fois des capacités continues et des opportunités de marquer des points de victoire. Chaque corporation propose ses propres moyens de scorer qui peuvent intervenir pendant la phase d'action, pendant la phase de maintenance ou en fin de partie. Une fois toutes les actions réalisées, on passera à la phase de maintenance. Les astronautes qui ont été utilisés pendant la phase d'action sont alors affectés aux structures. Cela va permettre d'apporter des bonus aux joueurs qui possèdent ces mêmes structures. Ensuite, les joueurs perçoivent leurs revenus, ils paient leur coût de maintenance,
Enfin, si certaines corporations en jeu possèdent des effets de fin de manche, ces effets sont appliqués à ces moments-là. Pour la mise en place, on commence par installer le plateau et les éléments communs à tous les joueurs. Au centre de la table, placez donc le plateau principal. Si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, il faut adapter une zone spécifique avec ce plateau-là, cette zone-là. Vous recouvrez la zone d'action de commandement avec le plateau que je viens de vous montrer, sur la face en fonction du nombre de joueurs. Autour du cratère, installez 18 emplacements de panneaux solaires. Positionnez le marqueur d'énergie sur la piste correspondante, sur la case 4 à 2 joueurs, sur la case 5 à 3 joueurs, et finalement sur la case 6 à 4 joueurs. À côté de la zone de jeu, créez une réserve avec les astronautes, les crédits, ainsi que le titane, les terres rares. Cette réserve est illimitée, vous ne serez jamais bloqué par le nombre de composants disponibles. Les tuiles navettes doivent être triées selon le numéro inscrit au dos. Ce numéro indique à quelle manche chaque tuile sera utilisée. Ainsi, dès le départ, vous préparez les 3 ensembles correspondant aux 3 manches de la partie. Si vous jouez à 2 joueurs, une étape supplémentaire est nécessaire. Vous prenez 2 dômes d'une couleur qui n'est pas utilisée dans la partie et vous les placez sur le plateau principal. Dans les mêmes secteurs, ajoutez également un panneau solaire. Ensuite, vous allez mettre en place les corporations. Chaque corporation vient avec sa fiche. Je ne vais pas rentrer dans toutes les règles et dans toutes les mises en place des corporations. Pour une première partie, il est conseillé de commencer avec les 3 que j'ai mis là, qui sont Artemis Tour, Moon Mining et Selenium Research. Vous avez également des suggestions pour la deuxième et la troisième partie. Pour chaque corporation sélectionnée, vous procédez de la même manière. Vous commencez par placer son plateau à côté du plateau principal. Ensuite, vous prenez les jetons spécifiques. 4 sont placés sur le côté, aux emplacements prévus, et 1, comme ici, est placé sur un emplacement disponible autour de l'hexagone central du plateau principal. Si la corporation est Selenium Research, comme ici, la mise en place est légèrement différente. Vous prenez les 6 jetons de cette corporation, vous en placez un autour de l'hexagone central du plateau sur un emplacement disponible. Vous remettez ensuite le jeton identique dans la boîte de la corporation. Les 4 jetons restants, eux, sont placés sur le plateau corporation en alternant. Ensuite, pour chaque corporation, vous prenez son paquet de cartes. Vous révélez des cartes de manière à ce que 2 cartes soient visibles pour tous les joueurs. Chaque corporation dispose ainsi de 2 cartes face visibles, assez accessibles à tous dès le début de la partie. Vous avez, comme vous le voyez là, pour chaque corporation, donc la mise en place, le matériel, les différentes actions. Et derrière, les projets. Une fois le plateau et les corporations installés, chaque joueur va préparer sa zone de jeu. Chaque joueur choisit une couleur. Il prend tous les éléments correspondant à cette couleur, ainsi que son plateau individuel appelé base. Sur votre base, plusieurs éléments doivent être placés dès le départ. Vous installez d'abord vos structures aux emplacements prévus. Puis vous ajoutez vos 3 marqueurs d'objectifs. Ensuite, comme vous le voyez en haut, vous placez votre marqueur de point de victoire sur la case 0 de la piste correspondante. Votre marqueur de réputation est positionné sur la case 0 de sa piste. Le premier joueur est déterminé de la manière suivante. Celui qui a voyagé dans l'espace le plus récemment commence. Si aucun joueur n'a encore vécu cette expérience, choisissez le premier joueur au hasard. Une fois ce premier joueur désigné, chaque joueur place en haut, à cet endroit-là, son marqueur d'ordre du tour sur la piste, en procédant dans le sens horaire, en commençant par le premier joueur, chacun prenant la position disponible avec la valeur la plus basse. Ensuite, vous allez prendre un nombre de tuiles leader d'agence égal au nombre de joueurs. Elles sont placées près du plateau principal, soit sur la face A, soit sur la face B. En suivant l'ordre du tour, chaque joueur choisit une tuile leader d'agence. Puis, il place le dôme le plus à gauche de sa base sur l'un des 6 secteurs centraux du plateau principal. Dans ce même secteur, il ajoute un panneau solaire. Puis on continue dans le sens aiguille d'une montre pour les placements suivants. Enfin, le joueur active un jeton corporation présent dans ce secteur. La partie se déroule donc en 3 manches, et chacune suit toujours la même structure en 3 phases. Navette, action, maintenance. Maintenant que la mise en place est faite, les éléments vont bouger afin que je puisse vous montrer des exemples lorsque je vous explique les règles. Au début de chaque manche, on révèle un certain nombre de tuiles navettes correspondant au nombre de joueurs plus 1. Par exemple, ici, si nous sommes à 3 joueurs, première manche, je révèle 4 navettes. Ensuite, dans l'ordre inverse du tour, chaque joueur choisit une tuile parmi celles disponibles. Il la place à côté de sa base et récupère immédiatement les ressources et les astronautes indiqués dessus. Une fois que tout le monde a choisi,
On redéfinit l'ordre du tour. Le joueur ayant pris la tuile avec le numéro le plus petit devient premier joueur et place son marqueur sur l'emplacement le plus à gauche de la piste d'ordre du tour. Les autres joueurs suivent ensuite en respectant l'ordre croissant des numéros de leur tuile. La tuile non choisie ne disparaît pas sans effet. Elle détermine les astronautes qui sont ajoutés au Lunar Gateway. On place les astronautes tant qu'il n'y a pas plus de 4 astronautes de chaque type dans cette zone. Cette limite est vérifiée uniquement à ce moment-là. Ici, comme elle n'est pas choisie, 1, 2 et 3. 1 et 2. J'ai la plus petite, je vais ici. Ensuite, le joueur vert et finalement, le joueur marron. Vient ensuite la phase d'action. C'est la phase principale du jeu. En suivant l'ordre du tour, chaque joueur réalise une action principale en utilisant un astronaute de sa tuile navette. Chaque joueur effectuera ainsi 6 actions principales par manche, soit un total de 18 sur toute la partie. À son tour, le joueur choisit un astronaute et le déploie sur le plateau principal pour effectuer une action. Un astronaute peut être utilisé pour différentes actions. Exploiter le cratère, effectuer une action de commandement, construire une structure, financer un projet, réaliser jusqu'à 3 actions de corporation, visiter le Lunar Gateway. Parlons de l'action « Exploiter le cratère ». Grâce à cette action, les joueurs gagnent des ressources en fonction du type d'astronaute déployé. Ingénieur, technicien, scientifique. Ils déploient ces astronautes dans le cratère. Un ingénieur 1000 ressources, titanium ou terres rares. Le technicien gagne des crédits et le scientifique active les corporations. Le joueur prend un astronaute depuis sa tuile navette et le déploie sur l'emplacement libre du cratère. Il doit activer tous les secteurs alimentés avec un panneau solaire, ayant au moins une structure située dans la rangée indiquée par l'emplacement indiqué. Chaque fois, c'est rappelé ici. Si l'astronaute active un secteur où le joueur actif contrôle une structure, peu importe sa taille, celui-ci en gagne les bénéfices gratuitement. Pour chaque secteur où il ne contrôle pas de structure, il doit payer des crédits au joueur qui contrôle la plus grande structure dans le secteur. Le montant varie entre 1 et 3 crédits et est indiqué sur l'emplacement sur lequel il vient de placer son astronaute. Dans une partie à 2 joueurs, si le dôme neutre est la plus grande structure du secteur, le joueur paie le coût en crédit en les remettant dans la réserve. Puisqu'il est obligatoire d'activer tous les secteurs alimentés d'une rangée, si le joueur actif n'a pas assez de crédit pour le faire, il ne peut pas placer son astronaute sur cet emplacement et doit donc effectuer une autre action. Donc, lorsqu'il déploie un ingénieur, le joueur mine la ressource indiquée dans chaque secteur activé. Titanium ou terre rare. Lorsqu'il déploie un technicien, le joueur gagne 3 crédits pour chaque secteur activé. Lorsqu'il déploie un scientifique, le joueur active un des jetons corporation placé autour de ce secteur. Chaque jeton ne peut être activé qu'une fois par action, même s'il est adjacent à 2 secteurs dans la rangée active. Ces jetons rapportent des ressources ou d'autres bénéfices qui dépendent des corporations en jeu. Prenons un exemple que ce soit plus clair. Le joueur marron déploie un technicien sur cet emplacement du cratère. Puisqu'il contrôle une structure dans chacun des 3 secteurs alimentés face à l'emplacement, il n'a pas à payer de crédit à quiconque. Ensuite, il gagne 3 crédits pour chaque secteur alimenté, donc 9 crédits. Vient ensuite le tour du joueur vert. Il déploie un ingénieur à cet emplacement. Puisqu'il ne contrôle une structure que dans un seul des 3 secteurs alimentés face à l'emplacement, il doit payer les crédits indiqués ici. Et ce, au joueur rose. Il paie donc 2 crédits au joueur rose. Ensuite, il mine les ressources dans 3 secteurs. Un titanium, un terre rare, un autre titanium. Vient ensuite le tour du joueur rose, qui déploie un scientifique à cet endroit du cratère. Puisqu'il contrôle une structure dans chacun des 3 emplacements alimentés en face, il n'a pas à payer de crédit à quiconque. Il active un jeton corporation autour de chaque secteur. 1, 2 et 3. Et dans ce cas-là, il décidera de prendre un hélium et 2 touristes. Cela est spécifique aux corporations que j'ai mis en place. Ensuite, vous pouvez effectuer l'une des 3 actions commandement. Construire une structure, financer un projet, effectuer jusqu'à 3 actions corporation. La zone d'action de commandement est située en bas à droite du plateau principal. Plus tôt pour effectuer une action commandement, moins chère elle sera, puisqu'un coût additionnel en crédit est indiqué sur l'emplacement d'astronaute. Vous voyez ici, une fois par tour, de manière optionnelle, à n'importe quel moment, lorsque vous effectuez une action de commandement, vous pouvez construire un panneau solaire en dépensant un terre rare. Prenez le prochain panneau solaire disponible dans le sens horaire et placez-le sur l'hexagone central du plateau principal. Les panneaux solaires qui s'y trouvent peuvent être utilisés par n'importe quel joueur. Ensuite, produisez l'énergie indiquée près de l'emplacement d'où vous avez pris le panneau solaire, 1 ou 2 énergies. Puis gagnez la réputation indiquée sur la piste d'énergie le cas échéant.
Lorsque le marqueur d'énergie se trouve sur l'un des deux emplacements les plus à droite de la piste, les joueurs ne peuvent pas construire de panneaux solaires tant que l'énergie n'a pas été dépensée. Imaginons, un joueur dépense un terrar pour construire un panneau solaire. Il prend le prochain disponible sur le plateau et le place sur l'hexagone central. Ce panneau produit 2 énergies et lui fait gagner 1 de réputation. Cela fait progresser le marqueur d'énergie. Si par exemple ça avait monté jusque-là, c'est une case qui interdit aux joueurs de construire davantage de panneaux solaires jusqu'à ce que le marqueur d'énergie recule. Ce symbole-là. Ensuite, vous pouvez construire une structure. Vous déployez un astronaute sur l'emplacement le plus à gauche et vous payez les éventuels crédits indiqués pour construire l'une de vos structures. Pour construire les dômes, c'est ici. Ici, nous avons les ateliers, les laboratoires et finalement le quartier général. À chaque fois, le coût est indiqué là. Pour construire une structure, vous devez donc dépenser les structures indiquées et parfois consommer de l'énergie. Pour le laboratoire, le quartier général, uniquement. Après avoir payé le coût de la structure, vous la prenez depuis votre base et vous la placez dans un secteur alimenté du panneau principal, sans structure de la même taille ou du même joueur déjà présente. Un secteur alimenté est un secteur où un panneau solaire a été construit. S'il n'y a pas de panneau solaire dans un secteur où vous souhaitez construire, vous devez d'abord l'alimenter en prenant un panneau solaire disponible dans l'hexagone central ou en le construisant vous-même. Juste après avoir construit votre structure, vous pouvez y déplacer des astronautes depuis votre base. Sinon, vous devez attendre votre prochaine phase de maintenance pour le faire. Après avoir résolu tous les effets de cette action, vous devez déclencher un bonus si vous avez déployé un ingénieur. Vous choisissez une corporation. S'il n'y a pas de jeton de corporation de la corporation choisie autour du secteur où vous venez de construire, prenez le prochain jeton de corporation depuis le plateau de cette corporation et placez-le sur l'emplacement de jetons corporation libres autour de ce secteur et activez ce jeton. Ajouter de nouveaux jetons corporation sur le plateau principal apporte de nouvelles possibilités d'activer le cratère avec un scientifique, mais augmente le coût de financement des projets. Je reviendrai un petit peu plus tard. S'il y a déjà un jeton corporation de la corporation choisie autour du secteur où vous venez de construire, n'ajoutez pas de jeton corporation et activez simplement celui déjà présent. S'il n'y a pas d'emplacement libre autour du secteur, vous devez activer un jeton corporation déjà présent. Prenons donc un exemple que ce soit plus clair. Le joueur marron va payer 2 crédits pour placer son ingénieur à cet endroit-là. Il veut construire ici. Le joueur vert a déjà construit. Il place son atelier comme il a placé un ingénieur. Il va choisir une corporation. Il décide de choisir Artemis Tour. Il n'y a pas de jeton Artemis autour de ce secteur. Il prend donc le prochain sur le plateau corporation et le place en emplacement libre autour du secteur. Il va le placer, par exemple, ici. Il active et dans ce cas-là, il gagnerait un touriste. Chaque structure possède une taille qui correspond au nombre d'astronautes qu'elle peut accueillir lorsqu'un emplacement est occupé par un astronaute. Celui-ci procure un bonus. Les dômes qui sont de taille 1, ils fournissent un bonus immédiat à la construction ainsi qu'un revenu à collecter pendant la phase de maintenance selon le type d'astronaute qui s'y trouve. L'ingénieur produit un titanium, le technicien 3 crédits, le scientifique vous fait marquer 2 points de victoire. Les ateliers de taille 2, ils débloquent des capacités permanentes. Chaque ingénieur dans l'atelier supérieur réduit de 3 crédits le coût de maintenance de votre base. Chaque technicien dans l'atelier central réduit de 1 crédit et de 1 énergie le coût pour financer un projet. Chaque scientifique dans l'atelier inférieur réduit de 1 crédit le déploiement d'un astronaute dans la zone d'action de commandement. Les laboratoires qui sont de taille 3. Lorsque vous construisez un laboratoire, vous déclenchez sa capacité immédiate ainsi que celle de tous les autres laboratoires que vous avez construits précédemment. Le laboratoire supérieur mine la ressource du secteur où vous avez construit votre dernier laboratoire. Le laboratoire central vous fait gagner 3 crédits. Le laboratoire inférieur active un jeton corporation autour du secteur où vous avez construit votre dernier laboratoire. À la fin de la partie, chaque laboratoire vous rapportera des points de victoire s'il accueille les astronautes du type demandé. Le quartier général, de taille 6, il améliore la capacité de votre tuile directeur d'agence et fournit un revenu à collecter pendant la phase de maintenance. Une réputation pour chaque astronaute qui s'y trouve. Vous pouvez également financer un projet. Comment sont composées les cartes projet? Ici, vous avez le nom, l'effet immédiat, le cas échéant, la capacité, la corporation à laquelle elle appartient, et les points de victoire en fin de partie. Pour financer un projet, vous déployez un astronaute sur l'emplacement le plus à gauche et vous payez les éventuels crédits indiqués pour financer un projet d'une corporation en jeu. Vous choisissez un projet visible et vous vérifiez son coût en crédit, ainsi que son prérequis en énergie. Ceux-ci sont indiqués à droite du plateau corporation dont vous financez le projet sur la case visible, la plus basse. Le prérequis en énergie qui est indiqué en blanc. Si le niveau d'énergie est égal ou supérieur au prérequis, passez à l'étape suivante. Sinon, vous devez d'abord produire de l'énergie, par exemple en construisant un panneau solaire.
ou en utilisant un autre moyen de votre choix qui vous permet de le faire. La capacité de l'atelier central vous aide à financer des projets en réduisant leur prérequis en énergie de 1 pour chaque technicien qui s'y trouve. Lorsque le niveau d'énergie est inférieur à 3, vous devez d'abord dépenser les crédits indiqués sur la piste énergie pour produire de l'énergie et gagner la réputation indiquée. Ensuite, vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de moyens pour augmenter le niveau d'énergie si besoin. Construire un panneau solaire, utiliser la capacité d'un projet, la capacité de votre atelier central. Ensuite, vous consommez le montant d'énergie indiqué en rouge, en réduisant le niveau. Vous payez le coût en crédit du projet. Vous prenez la carte projet, vous la placez près de votre base. Ensuite, vous appliquez son effet immédiat s'il en possède un. Révélez une nouvelle carte projet de la même corporation si cela est possible. Après avoir résolu tous les effets de cette action de commandement, vous devez déclencher votre bonus si vous avez déployé un technicien. Vous effectuez une action de corporation. Prenons un exemple que ce soit plus clair. Un joueur décide de placer son technicien sur cette piste-là. Il paye un crédit sur cet emplacement. Ensuite, il décide de financer ce projet-là, qui a un coût de 5 crédits et de 1 d'énergie. Il requiert un niveau d'énergie de 5. Le marqueur est sur le 6. Il peut donc le faire. Ça descend de 1, il paie 5 crédits de sa réserve. Il prend ensuite la carte et résout sa capacité. Il prend donc un jeton. Comme la capacité de la carte lui permet de dépenser 2 crédits pour gagner un hélium, lorsqu'il en gagne au moins 1, il décide de payer 2 et d'en gagner un supplémentaire. À la fin de la partie, ce projet le rapportera 4 points. Comme il a utilisé un technicien, il peut faire une action de corporation. Vous pouvez également effectuer jusqu'à 3 actions de corporation. Vous déployez un astronaute sur l'emplacement le plus à gauche et vous payez les éventuels crédits indiqués pour effectuer jusqu'à 3 actions de corporation. Vous pouvez effectuer plusieurs fois la même, sauf pour les actions de corporation de la piste réputation. Les actions de corporation se trouvent dans plusieurs zones du jeu. Vous avez les actions de corporation de la piste de réputation. Ici, c'est gagner de réputation. Ici, gagner un titanium. Ici, gagner une terre rare. Ici, activer un jeton corporation sur le plateau principal. Si vous débloquez une nouvelle action corporation sur la piste, juste après avoir gagné la réputation, elle devient immédiatement disponible. Vous avez également des actions corporation sur les plateaux corporation. Vous pouvez effectuer plusieurs fois la même action corporation d'un plateau corporation. Chaque corporation vous offre l'opportunité d'en effectuer une qui lui est propre. Les projets avec cette icône-là vous permettent d'effectuer une action corporation une fois par manche. Lorsque vous le faites, vous inclinez votre carte à 90 degrés pour indiquer qu'on ne peut plus l'utiliser au cours de cette manche. À la fin de la manche, vous redressez toutes les cartes de ce type. Après avoir résolu tous les effets de cette action commandement, vous devez déclencher son bonus si vous avez déployé un scientifique. Prenez un astronaute depuis le portail lunaire et accueillez-le sur un emplacement libre de votre base. Si vous n'avez pas assez de place pour l'accueillir, ignorez ce bonus. Vous pouvez également visiter le portail lunaire. Déployez n'importe quel type d'astronaute depuis votre navette et placez-le dans la zone du portail lunaire située sur le plateau principal. Résolvez ensuite les étapes dans l'ordre suivant. C'est indiqué ici. Vous gagnez 3 crédits. Vous prenez un astronaute depuis le portail lunaire, physiquement différent de celui que vous venez de placer. Ceux de la navette qui n'ont pas été choisis au début de la manche. Vous l'accueillez dans votre base en le plaçant sur un emplacement libre. L'emplacement libre, c'est quand c'est comme ça. S'il n'y a plus d'astronautes disponibles dans le portail lunaire, ou si vous n'avez pas de place pour l'accueillir, ignorez cette étape. Puis ensuite, vous effectuez une action corporation. À la fin de votre tour, vous pouvez revendiquer n'importe quel nombre d'objectifs de corporation. Vous ne pouvez pas revendiquer plus d'un objectif de chaque corporation. Vérifiez si vous remplissez les conditions et si l'objectif est disponible. L'emplacement ne doit pas être recouvert par un marqueur d'objectif. Et correspondant à la configuration de joueur. Certains emplacements sont réservés pour les parties A3 et A4. Pour chaque corporation propose 3 objectifs. Plus l'objectif est difficile, plus vous marquerez de points. Placez l'un de vos marqueurs objectifs sur l'emplacement et marquez les points indiqués plus les points bonus en fonction de la position de votre marqueur sur la piste réputation, entre 0 et 4. Les objectifs sont à cet endroit-là du plateau. La réputation des joueurs commence à 0. Pendant la partie, vous allez augmenter votre réputation, ce qui débloquera plusieurs effets. Cases 0, 4, 8 et 12, une fois que votre marqueur atteint ces cases, vous débloquez une nouvelle action corporation, gagnez 2 réputations, gagnez un titanium, gagnez une terre rare, activez un jeton corporation sur le plateau principal. Cases 2, 6, 10 et 4, une fois que votre marqueur atteint ces cases, vous marquez des points additionnels lorsque vous revendiquez un objectif. Cases 1, 5, 9 et 13, une fois que votre marqueur atteint ces cases, votre coût de maintenance est augmenté de 1, 2, 3 et 4 crédits respectivement. Si votre marqueur de réputation est sur la case 15 et que vous gagnez la réputation, gagnez 1 point de victoire pour chaque réputation ainsi gagnée.
Votre marqueur de réputation est sur la case 0 et que vous perdez la réputation, perdez 2 points de victoire pour chaque réputation ainsi perdue. À la fin de la partie, les joueurs marquent des points égaux au niveau de leur réputation. Arrive ensuite la phase de maintenance, c'est indiqué ici. Vous allez commencer par la maintenance des corporations, en partant de la corporation du haut, en allant vers le bas, résolvez le cas échéant leur étape de maintenance, qui est expliquée sur la fiche corporation. Ensuite, vous récupérez les astronautes depuis le cratère, en partant de l'emplacement le plus au centre, comme c'est rappelé ici, et en procédant dans le sens horaire, le joueur qui possède la plus grande taille de structure dans la rangée en face de l'astronaute le gagne et le place sur un emplacement libre de sa base si possible. Si le joueur n'a pas de place pour accueillir l'astronaute, il est renvoyé vers le portail lunaire. En cas d'égalité, l'astronaute est gagné par le joueur à égalité qui possède la plus grande structure, le plus proche de l'astronaute. S'il n'y a pas de structure appartenant à l'un des joueurs à égalité dans ce secteur, vérifiez le deuxième secteur le plus proche et ainsi de suite. La zone en haut à gauche du plateau personnel permet au joueur d'accueillir un astronaute en attente d'être accueilli dans une future structure. Ensuite, les joueurs peuvent réorganiser les astronautes se trouvant dans leur base en les déplaçant vers un emplacement vide à raison d'un seul astronaute par emplacement. Ensuite, les joueurs collectent les revenus dans cet ordre. Pour les corporations, vous gagnez les revenus provenant d'éléments des corporations, tuiles, effets, ce genre de choses. Pour les DOM, vous gagnez un titanium pour chaque ingénieur, 3 crédits pour chaque technicien et 2 points de victoire pour chaque scientifique. Pour le quartier général, vous gagnez une réputation pour chaque astronaute, peu importe leur type, dans votre quartier général. Par exemple, dans ce cas-là, je gagnerai 2 titanium, 3 crédits et 2 réputations. Ensuite, vous allez payer les coûts de maintenance. Les joueurs doivent payer des crédits pour le dernier coût de maintenance atteint par leur marqueur réputation, entre 0 et 4 crédits. Ici. Le coût total de maintenance des structures qu'ils ont construit. 1 crédit pour chaque DOM, 2 crédits pour chaque atelier, 3 crédits pour chaque laboratoire et 4 crédits pour le quartier général. N'oubliez pas que l'ingénieur dans l'atelier supérieur réduit votre coût de maintenance de 3 crédits. Pour chaque crédit manquant, reculez d'une case votre marqueur sur la piste réputation. Ensuite, vous défaussez tous les astronautes se trouvant dans la zone d'action de commandement, à cet endroit-là. Après la phase de maintenance de la troisième manche, vous procédez au décompte de fin de partie pour déterminer le vainqueur. Vous marquez des points des projets que vous avez financés, vous marquez les points de vos astronautes dans vos laboratoires. Pour chaque laboratoire, marquez 2, 5, 10 points, s'il y a 1, 2 ou 3 astronautes du type correspondant. Marquez des points de victoire égaux à votre niveau de réputation. Marquez les points des 3 corporations en commençant par celle du haut. La manière de marquer est indiquée sur la fiche de chaque corporation. Le joueur avec le plus de points de victoire l'emporte. En cas d'égalité, le joueur ayant la meilleure réputation l'emporte. S'il y a toujours égalité, les joueurs partagent la victoire. Passons maintenant au mode solo. Dans le mode solo, vous jouez contre un astrobot, un automate dirigeant l'une des agences spatiales. Vous allez choisir une couleur pour vous et une pour l'astrobot. Puis vous effectuez une mise en place pour 2 joueurs. Mais vous ne piochez qu'une seule queue directeur d'agence. Prenez un 3e plateau personnel et placez-le sur sa face solo, c'est cette face-là. Ce plateau possède 3 emplacements de corporation, marqués par les lettres A, B et C. Placez ensuite la carte corporation solo de chacune des 3 corporations en jeu pour cette partie et placez-les respectivement sur l'emplacement A, B et C du plateau solo. Chaque carte possède également 2 faces, une difficile et une facile. Placez les 3 marqueurs d'objectif de l'astrobot sur la case 0 de chacune des 3 pistes sous les emplacements de corporation. Ici, vous les placez. Placez le marqueur de développement sur la case 0 du plateau solo. Formez un deck de 7 cartes avec les cartes action solo. Mélangez-les et placez-les en dessous du plateau de l'astrobot. Piochez une carte action solo et utilisez-la pour déterminer où l'astrobot placera son premier dôme. Comment se joue le jeu en solo? Le jeu se déroule de la manière suivante. Pour la phase de navette, durant cette phase de navette, vous mélangez les 5 tuiles navettes de la manche en cours face cachée, vous en donnez une face cachée à l'astrobot et vous en révélez 2 pour vous. Vous choisissez l'une des 2. Et l'autre est utilisée pour remplir le portail lunaire. Révélez la tuile de l'astrobot, placez-la près du plateau solo et placez-y seulement les astronautes indiqués. L'astrobot ne gagne jamais de ressources et de crédits. Ajustez l'ordre du tour en fonction des numéros. Au début de chacun des tours de l'astrobot, vous piochez une carte de son deck et vous la placez à droite de sa carte précédente, formant ainsi une rangée de cette carte à la fin de chaque manche. Vous allez vérifier la lettre. En haut à gauche se trouvent 2 lettres qui déterminent la corporation active pour ce tour. Si une seule lettre correspond du côté droit de la carte précédente, il s'agit de la corporation active. Si les 2 lettres correspondent, la corporation active sera celle dont la lettre est sur fond rouge de la carte précédente. Ensuite, vous vérifiez le symbole de la carte. Vous allez soit faire progresser le marqueur de développement, soit faire progresser le marqueur d'objectif de la corporation active d'une case.
L'objectif atteint par l'astrobot est déterminé uniquement pour son avancée sur sa piste de développement. Si le marqueur de développement atteint la 3e case, l'astrobot revendique l'objectif moyen. Chaque carte possède 3 rangées, chacune avec un type différent d'astronaute. Tant que l'astrobot possède sur sa tuile navette le type d'astronaute indiqué sur la première rangée de la carte, choisissez toujours de résoudre celle-ci. Ensuite, effectuez l'action indiquée dans la rangée de l'astronaute sélectionné. Le symbole cratère se trouve sur la carte précédente contient les informations utilisées pour résoudre les égalités lorsque vous résolvez l'action du tour en cours. Lorsque l'astrobot exploite le cratère, il déploie un astronaute dans le cratère en commençant par l'emplacement indiqué par le triangle et en cherchant ensuite dans le sens de la flèche, en sens horaire ou anti-horaire selon besoin. Le premier emplacement du cratère roule sera en mesure de gagner un astronaute lors de la phase de récupération, si la manche prenait fin maintenant. Il ne gagne jamais de ressources du cratère. Pour chaque secteur dans la rangée où vous placez son astronaute et où vous possédez une structure, alors qu'Astrobot n'en possède pas, vous gagnez les crédits indiqués de la banque. Pour construire une structure, l'astronaute déploie un ingénieur sur l'emplacement le plus à gauche du centre de commandement pour construire une structure pour la corporation active. Ensuite, vous allez résoudre les étapes suivantes. Le type de structure qu'Astrobot construit est déterminé par sa progression sur la piste de développement. Vous voyez, c'est rappelé ici. En partant de la rangée indiquée par le triangle et en suivant la flèche si besoin. Vous voyez ici les flèches, ici les triangles sur les cartes. Pour financer un projet, l'Astrobot déploie un technicien sur l'emplacement le plus à gauche du centre de commandement pour financer un projet de la corporation active. Pour effectuer les 3 actions de corporation, il déploie un scientifique sur l'emplacement le plus à gauche du centre de commandement. Lorsqu'il visite le portail lunaire, cette action n'est présente sur aucune des cartes sous l'eau. Mais si une action ne peut pas être effectuée, pour n'importe quelle raison, pas d'emplacement disponible, pas de carte projet, l'Astrobot déploie son astronaute sur le portail lunaire. Lors de la phase de maintenance des corporations, vous procédez comme d'habitude. Pour récupérer les astronautes depuis le cratère, si l'Astrobot doit gagner des astronautes au cours de cette phase, placez-les dans la base comme suit. Pendant les 2 premières manches, les scientifiques dans les dômes, tous les autres dans le quartier général, s'il est construit. Sinon, vous remplissez les autres structures de gauche à droite en partant du haut, en plaçant d'abord les astronautes du bon type et en plaçant ensuite le reste des astronautes. Pendant la dernière manche, vous remplissez d'abord les laboratoires avec les astronautes correspondants, puis les éventuels scientifiques restants dans les dômes et les astronautes restants dans le quartier général. Il gagne 2 points de victoire pour chaque scientifique dans ces dômes et 1 réputation pour chaque astronaute dans son quartier général. Il ne paie aucun coût de maintenance. Pour le nettoyage du centre, vous faites comme d'habitude. Puis vous réalisez le deck solo. Vous mettez de côté la dernière action jouée. Puis vous mélangez les 6 autres cartes pour former son deck de la manche suivante. Vous sautez cette étape bien entendu lors de la manche 3. Il marque des points pour ses projets financés, les astronautes dans ses laboratoires, la position de son marqueur sur la piste réputation et les décomptes de fin de partie éventuels des corporations. C'est vraiment un très bon solo que je vous invite à découvrir. Vous avez également ici, dans le livret, toutes les actions des corporations pour le mode solo. Gardez-le près de vous lors des premières parties, même plus tard, c'est vraiment très utile. Donc là, on a regardé le jeu de base, le mode solo. On va passer à l'extension qui rajoute 2 nouvelles corporations. Je vais vous faire un petit survol de ce que ça rajoute et de ce que ça amène au jeu. Donc dans l'extension, vous avez 3 nouvelles corporations, 8 jetons bonus comme ceci, une nouvelle tuile directeur d'agence, qui est donc l'Inde. Pour la mise en place avec les jetons bonus, vous placez 4 jetons bonus de chaque type, 10 et 25 points de victoire, face visible, à côté de leur valeur correspondante sur la piste de score du plateau. Lorsqu'un joueur atteint 10 points de victoire, il choisit un jeton bonus 10 parmi ceux disponibles pour gagner immédiatement le bonus indiqué, puis le jeton est défaussé. Mais vous avez des bonus au dos, là par exemple, c'est 3 points de victoire. Lorsqu'un joueur atteint 25 points, il choisit un jeton bonus parmi ceux disponibles et le place à côté de son plateau joueur. Ces jetons ont un effet unique et sont défaussés après usage. Cela va être financer un projet, vous pouvez défausser ce jeton pour réduire de 3 le prérequis en énergie et son coût en crédit par exemple. Si plusieurs joueurs gagnent un jeton de score en même temps, par exemple lors d'une même étape de la phase de maintenance, ils le font dans l'ordre du tour. Vous ne gagnez un jeton de score que la première fois que vous atteignez le score cible, même si vous redescendez en dessous et le dépassez à nouveau plus tard. Bien entendu, les nouvelles corporations vont alors avec le mode solo. Je vais vous parler vite fait des nouvelles corporations. Vous avez par exemple Lunar City, qui vient donc avec tout son matériel, bien entendu, et ses magnifiques boîtes. Lunar City va faire venir des civils sur la Lune. Vous allez gagner des civils, et vous allez pouvoir les placer. Chaque civil dans votre base, par exemple, vous rapportera 1 point de victoire à la fin de la partie. Vous avez également Zenith Work, avec encore tout ce matériel. L'action de corporation, pour vous donner une idée, vous pouvez construire une nouvelle structure sur une structure plus grande que vous possédez déjà sur le cratère, en dépensant un nombre de plans égal à la taille de la nouvelle structure. Le titanium et les terres rares ne sont jamais utilisés pour les surconstructions. Si la structure nouvellement construite possède une capacité immédiate, vous pouvez l'activer comme si elle venait d'être construite. Et vous avez finalement Under the Moon, celle-là, qui vient donc avec des extensions pour les plateaux joueurs, en plus de tout le matériel. Bien entendu, il y a les plateaux également que je ne vous ai pas sortis.
Cela va vous permettre d'aller sous terre c'est vraiment une corporation qui ajoute une nouvelle manière de jouer qui est vraiment très intéressante, très bien faite. Et donc toutes ces corporations, bien entendu, vont avec le mode solo, comme je vous disais en début de présentation, dans l'extension. Under the Moon est peut-être la plus difficile à jouer des nouvelles corporations, je pense, même si elles sont toutes relativement ardues, et je les conseille que si vous avez déjà bien pratiqué le jeu. Chaque joueur va avoir, avec Under the Moon, vous voyez, vous avez un marqueur foreuse qui va vous permettre de creuser des galeries sur votre plateau annexe. Donc tout cela rajoute encore plus de combinaisons et plus de richesse à ce jeu qui en a déjà beaucoup. Donc là, les nouveaux plateaux des corporations, les nouvelles fiches, vraiment une extension très riche que je vous invite à découvrir si vous avez déjà pas mal joué au jeu. Débuter avec, je le conseillerais pas trop car c'est assez complexe, ça rajoute de nouvelles couches, mais c'est vraiment une extension de qualité. C'est rare les extensions aussi qualitatives de mon point de vue, surtout pour ce genre de jeu. Donc maintenant, avant de vous donner mon avis complet sur le jeu, si ce genre de contenu vous aide à mieux comprendre ce que vous pourriez avoir sur la table, vous pouvez vous abonner ou laisser un petit retour. Ça permet aussi d'ajuster les prochaines vidéos dans ce sens-là. Vous pouvez laisser un commentaire, partager. Tout cela aide beaucoup la chaîne à grandir. Et du coup, maintenant, passons à mon avis. Avec Shackleton Base, on est sur un jeu qui ne cherche pas à impressionner immédiatement, mais qui installe quelque chose de très solide, presque silencieusement. Les premières minutes donnent l'impression d'un système très structuré. Peut-être presque froid, avec beaucoup d'éléments à assimiler. Et pourtant, plus la partie avance, plus cela révèle une vraie grande richesse. Et surtout, une forme de tension très maîtrisée. Ce qui marque les premiers tours, c'est ce sentiment de progression. On commence avec peu de moyens, peu d'options vraiment puissantes, et on construit petit à petit. Puis, sans vraiment s'en rendre compte, les décisions deviennent de plus en plus engageantes. Chaque placement d'astronaute compte, chaque ressource devient précieuse, et surtout, chaque timing peut faire la différence. Il y a une montée en puissance très naturelle, qui rend la partie de plus en plus intense. Autour de la table, il y a une ambiance assez unique. Ce n'est pas un jeu de confrontation directe, mais on sent tout le temps la présence des autres. Le plateau est partagé, les lignes d'exploitation du cratère se croisent, les structures des autres influent nos propres choix. On n'est jamais dans son coin à jouer tout seul. Il y a toujours cette petite tension de se dire si je vais là, je vais devoir payer. Mais ça reste peut-être le meilleur coup que je puisse faire. Cette interaction indirecte est très élégante, parce qu'elle crée du lien entre les joueurs sans jamais casser le rythme. Le rythme justement est très bien tenu. Les phases sont claires, logiques, et une fois qu'on les a comprises, tout s'enchaîne très naturellement. Ce qui prend du temps, ce ne sont pas les règles elles-mêmes, mais les décisions. Et c'est là que le jeu se révèle pleinement et devient très intéressant. On est constamment en train d'arbitrer entre plusieurs bonnes options, rarement entre une bonne et une mauvaise. Construire, financer, exploiter, tout est lié, rien n'est anodin. Le lien entre le thème et les mécaniques fonctionne particulièrement bien. On ressent vraiment cette idée de développement de base lunaire. Avec ses contraintes, ses ressources limitées, ses partenaires, les corporations. Tout cela va influer vos choix. Ce n'est pas juste un habillage. Le fait que les corporations changent à chaque partie donne une vraie identité au jeu. Chaque session devient différente. Car les corporations modifient les priorités, les opportunités, les manières de scorer. On ne joue pas simplement différemment, on réfléchit différemment. Ce que le jeu fait très bien, c'est de proposer des décisions sans qu'elles soient opaques. On comprend ce qu'on fait, mais on ne maîtrise pas tout immédiatement. Il y a une vraie courbe d'apprentissage. La première partie sert surtout à découvrir, ainsi qu'à comprendre les différentes interactions. Puis à mesure qu'on rejoue, on commence à optimiser, à anticiper, à enchaîner les actions de manière très fluide. Et c'est là que le jeu devient particulièrement satisfaisant. Les leaders d'agence participent beaucoup à cette sensation. Ils donnent une direction, une identité dès le départ. Leur capacité influence la manière d'aborder la partie. Et leur amélioration apporte une vraie montée en puissance. Ce ne sont pas des bonus anecdotiques, ce sont de vrais leviers stratégiques. Ajoutant de bonus liés au point de victoire ajoute aussi une couche intéressante. Ils interviennent à des moments clés et proposent des choix immédiats ou différés. Ce sont des petites décisions en plus, mais très bien intégrées. En termes de stratégie, le jeu encourage clairement l'adaptation. On peut partir sur une intention, mais il est dur de s'y tenir sans s'ajuster. Le plateau évolue, les autres joueurs influent vos décisions. Les projets disponibles vont changer les priorités. Il faut observer, s'adapter et parfois accepter de changer de plan. C'est un jeu qui valorise la flexibilité autant que l'anticipation. Quant à la rejouabilité, honnêtement, elle est vraiment au rendez-vous. Entre les corporations, les projets, les leaders et les différentes dynamiques de plateau, les parties ne se ressemblent jamais. On retrouve les mêmes fondations, mais jamais les mêmes sensations. Et surtout, on a envie d'y revenir pour mieux faire. Pour essayer d'autres choses. Le mode solo, lui, mérite vraiment d'être souligné. L'astrobot n'est pas juste un joueur artificiel. Il propose une vraie opposition avec une logique propre, une progression et des objectifs qui mettent une pression constante. Il ne joue pas comme un humain, mais il crée une tension très crédible. On doit surveiller ce qu'il fait, comprendre ses priorités, et s'adapter bien entendu en conséquence. Le solo demande un petit temps d'appropriation, mais il offre une expérience complète, qui est totalement fidèle à l'esprit du jeu. L'extension, quant à elle, vient enrichir le jeu sans jamais le dénaturer ni toucher à son équilibre. Elle ajoute de nouvelles mécaniques, de nouvelles interactions, qui complexifient légèrement le jeu mais qui renouvellent les sensations et les opportunités. On a l'impression d'ouvrir le jeu plutôt que de l'alourdir. Les nouvelles dynamiques s'intègrent très naturellement et apportent par contre plus de variété, que ça soit en multijoueur ou en solo. Évidemment, tout cela demande un certain investissement, ce n'est pas un jeu immédiat. Il faut accepter une première partie un petit peu dense, un petit peu exigeante. Il faut prendre le temps de comprendre comment les systèmes s'articulent, mais une fois cela passé, le jeu devient beaucoup plus riche et surtout beaucoup plus fluide. Je le conseillerais vraiment à un public qui aime les jeux construits, élégants,
avec des décisions profondes et une vraie progression. Il a également une grosse courbe d'apprentissage, comme je vous disais, c'était un jeu qui demande du temps, de la réflexion. Mais il offre une proposition très convaincante, élégante et très gratifiante. Au final, c'est un jeu qui s'apprécie sur la durée. Il construit une expérience cohérente, exigeante et gratifiante. Entre le jeu de base, le mode solo, les apports de l'extension, on a un ensemble complet qui donne envie d'y revenir, de creuser et de mieux maîtriser chaque partie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!